Bonjour à tous. Alors, on se retrouve ce matin avec Mathilde pour une nouvelle Malte Academy pour vous parler d'audit UX et ergonomique. Donc, je lui laisserai la parole dans quelques secondes pour qu'elle puisse vous présenter le sujet et également pour qu'elle puisse se présenter. Je voulais, moi, de mon côté, donc je m'appelle Fanny, je travaille chez Malte dans l'équipe Community. Je voulais vous parler juste de 3 initiatives qui ont été lancées chez Malte. Donc, la première qui vous permettra de vous informer sur l'actualité concernant le coronavirus, éventuellement les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Donc, je vous ai mis sur cette slide, je pourrais vous l'envoyer d'ailleurs après la Malte Academy. Je vous ai mis l'adresse pour vous rendre sur la page qu'on met à jour chaque semaine avec toute l'actualité concernant le Covid. On a également lancé un hashtag Ready to Help qui donc vous permet en fait de proposer vos services, quel que soit votre métier, justement de manière bénévole pour les services de santé. Donc ça, vous pouvez l'intégrer dans votre titre sur Malte, sur votre profil directement. Et enfin, ça fait un peu plus d'un mois qu'on a lancé les premières Malte Academy, donc sur des sujets qui peuvent être très variés. Ça peut être en marketing, en communication, dans le développement, dans les data, dans le design. Des Malte Academy aussi produits. Et donc, vous avez tout le programme qui est disponible aussi sur le lien qui est affiché sur la partie droite de l'écran, se former. Je vous enverrai tout ça après cette Malte Academy ce matin. Vous aurez accès du coup à tous ces liens. Mathilde, es-tu prête et pourrais-tu nous partager ton écran et te présenter? Alors oui, je suis prête et je vais partager mon écran. Voilà. Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous faire cette petite web académie, on va dire. On va parler des audits UX. Mon sujet, c'est pourquoi un audit UX ergonomique donc de vos services digitaux. Alors, avant de vous présenter un peu vite fait, est-ce que mon écran, c'est bon, j'imagine? Voilà. Donc, je suis product designer UX, freelance, depuis 12 ans. Enfin, plus de 12 ans, cette année, ça fera 13 ans. Mon rôle, si vous ne connaissez pas le rôle d'un product designer ou d'un designer UX, donc c'est d'engager et fidéliser les utilisateurs de mes clients en concevant des expériences différenciantes. Voilà. Donc, comme je vous l'ai noté, vous le lisez, je suis une maman un peu speed. Donc là, pour l'instant, j'ai tout pour qu'ils me foutent la paix. J'espère que ça marche, on verra. Ça, on ne maîtrise pas non plus. Donc, on est prêt pour commencer. Alors, pourquoi faire un audit UX? Alors, je vous ai mis entre parenthèses ergonomique parce que dans UX, on inclut forcément l'ergonomie. Mais j'avais envie que ça parle au plus grand nombre et UX ne parle pas forcément à tout le monde. Et comme c'est un terme assez galvaudé, ça inclut beaucoup de choses, tout et rien. Donc, pourquoi faire un audit UX et ergonomique de vos services digitaux? On va voir ça. Et surtout, on va voir pourquoi ne pas faire, quel intérêt vous auriez à ne pas faire un audit UX. Donc, normalement, si votre site ou vos services en ligne servent à votre business, vous êtes censé vérifier que tout ce que vous avez mis en place fonctionne avec des statistiques, que les taux de conversion sont bons, que le trafic est bon. Si vous ne vérifiez pas ça, si vous ne vérifiez pas que ce que vous avez mis en place fonctionne, vous n'avez pas intérêt à faire un audit, ça ne sert à rien. C'est que ça ne vous intéresse pas. Ne pas vérifier que vos utilisateurs apprécient vos services. Si vous avez balancé un site en ligne, une app, et qu'après vous espérez que tout coule tout seul et vous ne vérifiez pas que ça plaît à vos utilisateurs, ne faites pas un audit UX non plus. Et ne pas chercher à améliorer vos outils. Dès qu'on commence à produire un outil, ce qui est le cas avec certains de mes clients, on commence en partant avec des interviews utilisateurs. On va proposer une première version et en fonction des retours qu'on peut avoir de nos utilisateurs, on va améliorer les outils. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un site en ligne en espérant que tout file tout seul et qu'on n'a plus jamais rien à changer dedans. Donc, si vous mettez un site en ligne comme ça, une appli, et qu'il n'y a aucun intérêt, ou en tout cas, vous n'écoutez pas vos utilisateurs, c'est pareil, on ne fait pas un audit UX. Et donc, si on souhaite faire la politique de l'autruche, on ne fait pas d'audit pour ces services. Voilà. Donc, on va prendre quelques petites définitions. Comme je ne connais pas votre aisance à ce niveau-là,
Donc, l'audit, c'est une méthode d'analyse qualitative. Donc, l'idée, c'est pas d'auditer plein de choses, plein de sites, voilà. C'est de travailler sur un seul site en but de l'améliorer. Donc, on va faire une étude approfondie des services et optimiser l'utilisabilité des produits et services. Donc, je vous ai mis quelques petites donc, c'est l'aptitude à l'utilisation. Donc, on va revoir tout ce qui est efficacité. Est-ce que l'utilisateur va atteindre le résultat prévu, donc ce qu'il comptait faire en arrivant sur le site? L'efficience, donc est-ce que ça va lui demander peu d'efforts ou peu de temps? Et la satisfaction, est-ce qu'il a été confortable dans ses interactions avec l'outil? Ensuite, l'ergonomie. L'ergonomie, ça va être la capacité du produit que vous allez utiliser, donc justement à être utilisé facilement par la personne qui utilise par exemple votre site pour réaliser la tâche sur laquelle il a été conçu. Par exemple, vous souhaitez vendre un objet en ligne. Si la personne perd trop de temps et n'arrive pas à acheter cet objet ou n'arrive pas à finaliser un panier, passer une commande, forcément, l'ergonomie ne l'a pas aidé et ne l'a pas guidé à faire correctement sa tâche. Concernant l'UX, donc l'UX, ce fameux sujet qui est très large, donc ça va être la qualité de l'expérience globale ressentie au niveau des interactions de l'utilisateur, donc dans des environnements numériques et physiques, parce que bien sûr l'UX, la User Experience, va concerner aussi des environnements physiques. Ici, moi, je ne vais pas vous en parler, mais ça peut être aussi travailler dans une salle d'attente. Les diapos passent vite. Les diapos, je vous les enverrai. Donc, pas de souci, vous pourrez tout recopier. Comme ça, prenez le temps d'écouter et de toute façon, vous aurez les textes, il n'y a pas de problème. Et puis, je parle un peu vite, je vais parler doucement. Donc, le terme du X, il touche entre autres tout ce qui est, donc on a vu avant, ergonomie, utilisabilité, les facteurs humains, donc ça va être la psychologie cognitive, le design UI, donc UI, tout ce qui est design qu'on peut voir de manière classique plus esthétique, l'architecture de l'information, la recherche, stratégie, développement. Et justement, j'ai un schéma qui inclut, il y a énormément de schémas sur l'UX. J'ai beaucoup cherché celui qui me convenait le mieux. J'ai trouvé que celui-là englobait beaucoup de choses pour que vous puissiez voir tout ce que ça prend en compte. C'est assez énorme. Donc, vous aurez le temps de regarder, mais vous pouvez voir qu'il y a la partie business qui est très importante, la partie utilisateur. C'est énormément de choses qu'on met en place et qu'on imbrique les unes dans les autres pour réussir donc à concevoir des services performants. Et j'ai pas trop utilisé le terme, enfin je ne l'ai pas utilisé encore, il y a ce côté d'empathie dans le sens où on va aller s'entretenir avec ou même les utilisateurs. Alors Mathilde, le son a sauté, là on ne t'entend plus. Peut-être que tu vas pouvoir répéter la dernière phrase. Est-ce que c'est revenu? Alors là c'est revenu, là on t'entend. Est-ce que tu peux tester encore? Ouais. Non, on ne t'entend plus. Ouais, mais je pense en fait, la fiche de connexion instable et comme je t'ai dit, ça m'arrive de temps en temps. Je suis à la campagne. Désolée, c'est pourri. Les aléas. On t'entend donc là, je c'est bon. reprenais le côté, c'est ça. Ouais. Donc le côté empathie justement où je reprends, on va s'entretenir avec les utilisateurs pour améliorer leur confort et améliorer le job qui doit être fait avec le service qu'ils vont utiliser. Et à côté de ça, il y a le côté business, m'embaucher on va dire, pour utiliser tout ce qui fonctionne bien au niveau psychologie, ergonomie, pour que leurs clients à eux convertissent justement. Donc il y a ce double aspect entre l'empathie et le business qui est forcément qui fonctionne l'un avec l'autre, puisque mes clients ne me font pas travailler par empathie, malheureusement. Voilà. Donc, pourquoi on va faire un audit? Ce qu'on peut faire, les conditions dans lesquelles on peut faire un audit si vous avez un client par contre, ou même pour vous, par rapport à vos services, c'est identifier des nouvelles opportunités innovantes. Donc, vous regardez vos services, ensuite vous étudiez ce qui se fait, vous pouvez aussi benchmarker des concurrents, enfin d'ailleurs je vous le conseille énormément,
et regardez ce que vous pouvez de nouveau mettre en place. Ça peut aussi dépendre d'un contexte. Actuellement, le contexte maintenant, du fait qu'on soit tous un peu obligés de travailler de la maison, peut vous amener à créer des nouvelles opportunités. Donc, proposer une expérience utilisateur pertinente. Donc, imaginez, vous êtes au courant de comment on audite, vous pouvez, en fonction de ça, anticiper et donc proposer une meilleure expérience à vos utilisateurs. Faciliter l'adoption d'un service. Si vous créez des expériences, ou en tout cas un site qui répond au fonctionnement au quotidien, vous allez pouvoir justement faire que cette personne sera plus encline à adopter votre service. Donc, optimiser un parcours utilisateur. Vous pouvez, comme j'utilisais l'exemple tout à l'heure, d'un site qui convertit, en tout cas d'une personne qui souhaite acheter un objet et finalement vous vous rendez compte dans vos statistiques qu'il y a la personne va passer beaucoup de temps à naviguer et finalement ça ne convertit pas, vous le verrez dans vos statistiques. Il faut regarder ce qui se passe. Donc vous allez auditer, vous allez demander donc à un designer d'auditer et lui dire voilà, moi j'ai un problème, voilà mes stats, pourquoi ça ne convertit pas. Et il pourra faire un diagnostic et vous proposer comment améliorer la situation. Donc on peut le faire aussi pour implémenter de nouvelles fonctionnalités. L'idée, c'est pas de dire tiens, j'ai une idée et si on rajoutait ça dans le site, bam, on prend un dev, on lui dit tu fais ça et voilà. Forcément, l'idée, c'est quand même de vérifier que ce qu'on souhaite mettre en place soit bien implémenté et sera facile d'utilisation aussi. Donc, pour préparer la refonte d'un service, donc vous voulez redesigner ou repenser tout un site web app, une app mobile, un site internet, je vous conseille justement de faire un audit de l'existant pour ne pas partir à l'aveugle en disant on change tout, mais ne pas utiliser l'expérience que vous avez pu avoir sur votre précédent service. Et comme je vous l'ai dit avant, identifier les causes de perte de trafic. Pourquoi on arrive à faire venir du monde? Par exemple, il y a le travail de SEO. Vous allez pouvoir faire venir du monde sur votre site. Donc ça, c'est déjà pas une mince affaire. Ce serait quand même dommage de les faire partir parce que le site n'est pas utilisable correctement ou alors parce qu'au niveau du design, ça ne va pas. Au niveau de comment on embarque l'utilisateur, ça ne va pas. Donc le mieux, c'est d'éviter ça. Je vous ai noté quelques statistiques. Je ne vais pas tout vous lire, mais par rapport à donc, le site, par exemple, si vous mettez en place une stratégie d'expérience utilisateur, ça a le potentiel d'augmenter les taux de conversion jusqu'à 400%. Les chiffres sont assez énormes, mais ce sont des sources que vous pouvez aller vérifier. Donc là, c'est Forbes. Ensuite, on a des statistiques sur les acheteurs en ligne. 46% des acheteurs en ligne donc, quittent un site parce qu'ils ne comprennent pas ce que l'entreprise propose. On a très souvent sur les homepages la mauvaise habitude de ne pas être clair sur ce qu'on propose. Donc, quand on va auditer, on va pouvoir auditer aussi auditer la façon d'embarquer la personne. Est-ce qu'on est clair avec ce qu'on lui dit? Est-ce que les textes qu'on utilise fonctionnent? Est-ce que les CTA, donc les boutons, les call to action, sont évidents? Voilà, ça fait partie des choses qu'on va auditer. La petite, où il y a plein de textes, je vous la laisse parce qu'elle est un peu compliquée à attendre, je vous l'ai retraduite. Mais si par exemple, on va mettre en difficulté, mettre en avant les plus grandes difficultés pour un utilisateur sur 3. Donc c'est déjà quand même pas mal. Et la source, je vais couper. Vous m'entendez toujours? Oui, ouais, ça a sauté un petit peu. Ouais, en général, ça saute 2-3 secondes. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Donc la source, elle est très très reconnue dans le monde de l'UX. Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir, c'est fiable. Alors Mathilde, Oui. on a reçu une petite question d'Alizé qui nous demande quelles ressources recommandes-tu pour faire un audit UX de mon site perso freelance? Alors, quelles ressources? J'ai du mal à comprendre le terme ressources. Je ne sais pas si la personne peut... Oui, je pense qu'elle va pouvoir préciser quel outil, quel logiciel, Alors, attends. Oui, je vais vous parler des outils qu'on peut utiliser. Alors, est-ce que ressources, tu entends outils? Ouais, Oui, je vais en parler. Je vais en parler juste après. Donc, du coup, si tu regardes et si ça ne te correspond pas,
tu me poses la question, si ça te va, Alizé. Donc, qui peut commander un audit? Alors, c'est simple, tout service, tout type d'entreprise peut commander un audit. Donc, justement, les possibilités, parce que donc, quand on dit tout type d'entreprise, il va y avoir aussi des indépendants donc, ou des gens qui se lancent et qui n'ont pas forcément un gros budget. On peut auditer différentes choses. On n'est pas obligé d'auditer tout le site. Comme on a vu, par exemple, ce qui peut poser souci, ça peut être la page du panier. On peut auditer uniquement le parcours du tunnel de vente. Donc ça, c'est en fonction du temps qu'on va passer et des conseils qu'on va donner derrière. Ensuite, on peut faire des interventions rapides selon l'urgence du projet. Je vous présenterai un petit projet que j'ai fait fin janvier, justement sur un projet urgent. Comme je le disais, on peut prioriser certains éléments. L'avantage de l'audit, c'est que c'est un outil qui est très flexible et donc sur lequel on va retirer des analyses concrètes avec des leviers justement qu'on peut actionner très rapidement. Il y a possibilité, une fois qu'on livre un audit, de mettre en place tout de suite des choses. Donc, c'est quand même un outil qui est très performant et qui ce serait dommage de s'en priver, justement. Donc, je vous ai noté des exemples d'éléments qu'on peut chercher à résoudre. Et donc, ce sont les questions que vous pouvez vous poser de ce type. Est-ce que vos parcours utilisateurs sont cohérents? Est-ce que quand on arrive dans le site, on comprend tout de suite ce qu'il faut faire? Est-ce que votre utilisateur est drivé correctement? C'est tout simple, ce genre de choses. Je sais que des fois, on va un peu se monter la tête en disant « mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas à qui demander ». Prenez des proches, faites-leur tester l'appli, vous ne leur parlez pas, vous les laissez faire, appli ou site internet. Vous leur donnez juste une action à faire. Par exemple, écoute, achète un produit et va jusqu'à passer la commande, mais ne paye pas. Et vous voyez, vous analysez. Vous verrez bien avec ça comment ça se passe et ça pourra déjà faire remonter des points de blocage. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des utilisateurs trop compliqués si vous êtes en mode j'ai pas trop d'argent, j'ai pas trop de moyens. Après, si vous êtes une grosse entreprise, je vous conseille de faire quand même autrement. Donc, justement, la réalisation des actions d'utilisateurs se passe-t-elle sans gêne ou sans blocage? Ça, c'est simple, hein. Quand on observe un utilisateur en test, on le voit, hein. Il suffit de regarder soit son visage, soit ses mains. Si on est sur une appli mobile, on le voit, les personnes hésitent, elles réfléchissent, ça prend un peu de temps. Parfois, elles ont l'air agacées, donc c'est hyper bien, justement. La navigation du site est accessible et fluide. Donc ça, est-ce qu'on arrive à savoir exactement ce qu'on souhaite faire? Et les informations présentes sur le site sont-elles compréhensibles? Donc ça revient par rapport à la stat qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce qu'on a réussi correctement à expliquer ce que faisait notre entreprise? Et ensuite, l'architecture de l'information est-elle claire? Le contenu, tout ce qu'on va avoir en ligne. Donc, comment faire un audit? C'est là qu'on va commencer à parler des ressources qu'on peut utiliser. Donc, les critères ergonomiques, on a des grilles d'évaluation qui comprennent différents critères. Je vous en ai mis un exemple. Vous les aurez, donc je vais aussi vous les lire. Donc, on a les heuristiques de Nielsen ou Bastien-Escapin qui sont les plus utilisés. Je vous donne un exemple. Pour le premier critère, on parle de l'état du système. Donc, l'état du système est visible, c'est-à-dire qu'il doit tenir informé l'utilisateur de ce qui se passe et de là où il se situe dans son parcours. On aime bien pouvoir savoir à quel endroit on est dans le site, si on peut retourner en arrière. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais par exemple, j'envoie un mail et je n'ai pas de retour me disant « votre mail a bien été envoyé ». En général, j'en renvoie un. Et finalement, l'autre en reçoit deux. Et je me rends compte au bout du deuxième que c'est juste une erreur à ce niveau-là, dans le sens où je n'ai pas de retour. Après, est-ce qu'on est libre de ces interactions? J'ai le sentiment de contrôler le système. Ça veut dire, effectivement, comme je dis, on peut revenir, annuler une action. Est-ce que le système est tolérant, flexible? Est-ce qu'on peut passer par ailleurs si on n'a pas envie d'aller à tel endroit? L'idée, c'est pas non plus de créer des systèmes où on peut rien faire. Et des critères UX, donc on a des critères de persuasion de Nemery and Howell et les heuristiques persuasives de Keynes and Howell.
et les heuristiques de, j'ai un peu de mal pour les noms, Harpy Pennon. Je vous les montre juste après. Non, je ne vous les montre pas. Je devais les avoir ailleurs, je les ai enlevés. Je vous les rajouterai. En tout cas, c'est des heuristiques qui sont plus basées sur la psychologie de l'utilisateur et qui ne sont pas basées sur le système, mais plus sur l'interaction qu'on va avoir avec le système et notre psychologie. On a aussi donc, tout ce qui va être biais cognitif. Donc, les biais cognitifs sont ce qui va altérer le jugement et un peu dévier notre pensée logique. Donc, ils vont permettre d'anticiper l'expérience de l'utilisateur pour l'améliorer. Donc, je vous ai noté des théories et des lois sur lesquelles vous avez des schémas. Ça, pareil, je ne vais pas trop rentrer dedans. Et là, je voulais vous parler un peu de mon cas client, comment j'ai procédé à l'audit et en tout cas, comment je le rends, justement, quel rendu. Il y a des outils qui permettent de faire des rendus en ligne. Je ne les utilise pas parce que j'aime bien produire mes outils. J'ai travaillé, en fait, quand j'ai commencé à faire mon audit, j'ai travaillé dans une sheet dans laquelle je me suis notée, enfin, j'ai fait des impressions d'écran et j'ai fait mes propres remarques pour chaque page. Et ensuite, pour le rendu de mon client, j'ai produit un document comme un keynote, donc l'équivalent d'un PowerPoint, dans lequel j'ai rajouté mes impressions d'écran. J'ai utilisé des puces de couleur, donc des puces vertes pour les points qui sont positifs et à conserver, et des puces rouge-orange. Là, elles paraissent rouges, mais c'est plutôt orange, pour les points à améliorer, en tout cas ce qu'il faut changer. Et par rapport à ce que j'ai audité, après il y a différentes choses qu'on peut auditer, ça dépend aussi de ce que vous vendez dans l'audit. J'ai audité le parcours utilisateur dans la page, l'architecture de l'information, l'ergonomie, les fonctionnalités, pertinentes, pas pertinentes, comprises ou pas, le rédactionnel. Est-ce qu'on parle avec le même ton sur tout le site? Est-ce que la façon de parler embarque bien le client? Est-ce qu'on se comprend? Et ensuite, la partie UI, donc la partie design. Est-ce que les pictos sont cohérents? Est-ce que les couleurs, les designs entre les différents écrans, est-ce qu'on a respecté la charte? La cohérence vraiment graphique tout au long du service que je vais auditer. Après, une fois que j'ai fait ça pour les différents parcours que j'ai mis en lumière, je vais proposer des comparaisons que j'ai pu trouver sur d'autres sites. Là, par exemple, on était sur de l'événementiel, donc celui-là, je crois que c'est Eventbrite, pour lequel j'ai mis les points positifs pour que mon client puisse aller justement revoir ses points et se dire « Ah, effectivement, le style graphique est cohérent chez eux. Si eux le font, on va peut-être faire l'effort de le faire aussi. » Et après, là, vous ne le voyez pas, mais je leur livre des pistes d'amélioration avec, comme je parlais avant, des leviers qu'ils peuvent actionner rapidement. Donc, en général, je leur propose des leviers, 3 leviers d'amélioration. Le premier, c'est en gros tout ce qu'ils peuvent améliorer tout seuls, donc avec leurs développeurs. Donc là, ils n'ont plus besoin de moi, mais il suffit de recorriger tout ce qui ne va pas en termes de design et qu'un développeur peut prendre en charge. Le deuxième point que je leur propose, c'est d'intervenir et de les accompagner sur les améliorations du parcours, donc de retravailler. Là, on avait un gros problème de parcours dans cette appli. Donc, j'aurais proposé d'intervenir pour repenser tout le parcours. Et ensuite, la troisième option, c'est effectivement repenser le parcours et refaire le design avec eux. Donc ça, c'est ce que moi, je leur ai proposé en fonction de mes compétences. On a choisi de revoir tout le parcours, ce qui finalement nous a amené carrément à repenser tout le modèle, enfin le client a repensé tout son modèle, tout son business model en fonction de l'audit que j'ai pu faire. Donc c'est que ça peut quand même relever des points importants. Voilà. Et pour l'instant, ils sont en train d'implémenter le design pour lequel j'ai produit de nouveaux écrans. Donc, par exemple, ça, c'est un des livrables que j'ai donné, à mon client. Donc, concernant ses critères ergonomiques, donc moi, je me suis créé donc, comme je vous disais, un tableau dans lequel j'ai utilisé les heuristiques de Nielsen. J'ai rentré tous les critères. J'ai donné un système de notation de 1 à 7, 1 étant pas du tout d'accord, 7 tout à fait d'accord.
dans lequel j'ai noté moi. Alors le mieux, forcément, c'est de pouvoir, quand on veut faire ces retours, de faire des tests avec plusieurs personnes, parce que là, on est d'accord que les retours que je vais donner sont mes seuls retours, et que forcément, moi seule, je ne vais pas représenter une grande, comment on peut dire, beaucoup d'utilisateurs. Par contre, de par mon expérience, on peut quand même s'appuyer dessus, je ne vais pas leur dire n'importe quoi. Mais c'est sûr que si on arrive à faire ce genre d'évaluation avec plusieurs utilisateurs, c'est mieux. Mais là, je suis tout à fait en mesure de leur proposer des améliorations. Donc voilà ce que moi je leur ai proposé. Et voilà à quoi je leur ai produit un schéma pour que ce soit assez représentatif, donc pour avoir un livrable qui leur parle quand même, parce qu'on est on est quand même sur du jargon et c'est pas forcément des choses qui vont parler à mon client, ou alors le président de la société va peut-être pas avoir trop le temps de tout lire, alors que là, le schéma lui parle, donc j'ai remis le score, les critères dont il peut se reporter sur le schéma, et ensuite il voit à peu près la moyenne, d'où mon audit situe son site, donc qui est pas très bien. Voilà, on est à peu près à 2,5, on va dire, sur 7, ce qui n'est pas génial. Quand je leur ai présenté, c'était en visio. J'avoue que j'étais un peu gênée pour leur dire que c'était un peu pourri, mais ils me l'ont dit, on te paye pour ça, n'hésite pas. Et effectivement, ils se sont dit, effectivement, on a un problème, on a eu raison de te faire intervenir pour le mettre en avant. Après, donc pour la partie UX, donc j'ai utilisé une autre échelle d'évaluation, donc le design oriented, rigolez pas pour mon anglais, je parle pas vraiment anglais, evaluation of perceived usability, où là, donc on est sur d'autres critères, donc sur le contenu perçu, la structure perçue et l'architecture de l'information, la navigation perçue, l'effort cognitif, donc là, comme je vous disais, on va plus parler au niveau de l'humain et de son ressenti, de son fonctionnement, la cohérence de la mise en page perçue et le guidage visuel perçu, donc c'est vraiment le ressenti, comment on le ressent. Donc là, j'ai fait la même échelle d'évaluation et je leur ai produit le même schéma pour qu'ils puissent comprendre aussi l'intérêt de revoir ce qu'on peut améliorer derrière et pourquoi il faut clairement améliorer quelque chose. Donc, pour bien démarrer un audit, clairement, ce qu'il est hyper important de savoir avant de démarrer, c'est l'objectif de l'audit. Quel parcours auditer? Parce que si on ne définit pas un objectif, ou en tout cas des parcours à auditer, on va se perdre dans l'audit du site. Comme je vous ai dit, on peut auditer tellement de choses qu'on peut se retrouver avec des audits énormes qui se comptent en jours. Le plus gros que j'ai fait, c'est énorme, j'ai audité 70 écrans. C'est énormissime. Pour le coup, là, c'était tout. On veut tout le site. Donc là, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et savoir pourquoi on veut le faire et en gros, comment on va l'utiliser ensuite pour améliorer les choses. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne transmission de la connaissance du produit ou du service. Il est très, très important que vous échangiez avec la personne qui vous mandate pour faire cet audit et qu'elle puisse vous donner le maximum d'informations sur ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire et comment elle veut le faire. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça et découvrir tout seul à quoi sert le service. Vous perdriez beaucoup trop de temps. Ensuite, idem, important de connaître les utilisateurs de vos clients. Quels sont leurs buts, s'ils ont créé des personas. Je ne sais pas si vous voyez ce que sont des personas, sont des utilisateurs, enfin un segment représentatif d'utilisateurs qu'on va créer en amont. Souvent, les clients peuvent vous disent ma cible c'est ça, et ça va être quand même très large. Le persona, il va être beaucoup plus utile parce qu'il va rentrer dans le détail, il va permettre de créer des services qui correspondent à ce type de segment de vos utilisateurs. Donc c'est important de connaître justement les personas. Et un des biais qu'on va le plus savoir, c'est supposer qu'on connaît l'utilisateur. Justement, il ne faut pas supposer qu'on connaît l'utilisateur sans avoir échangé sur leurs attentes. Il m'arrive d'avoir des clients qui me disent « mais moi, je sais ce que les gens veulent. Donc, je sais ce que mes clients veulent. Donc, je leur demande si, justement, ils ont déjà fait des questionnaires. Ils me disent que non.
qui n'ont pas justement échangé avec eux, mais qui savent. Donc non, le mieux, c'est quand même d'échanger avec anticiper les attentes de vos utilisateurs dans vos services. Ça, c'était des exemples de critères. Je ne vous les redis pas parce que vous pourrez les lire. C'était pour que vous les ayez en plus gros. Ça, c'était des... Je pense que ça a coupé, mais je n'ai pas trop Oui, parlé. Vous oui, m'entendez? ça a coupé à l'instant. Alors, on a reçu pas mal de questions depuis 10 minutes. J'ai pas osé te couper. Est-ce que tu veux y répondre maintenant ou je te laisse terminer tes slides? Ouais, de toute façon, j'ai fini. C'était Ok, juste les exemples que j'avais pris. Je vous ai noté quelques lectures. Le framework Earth, c'est un framework qui vous permet d'évaluer l'UX. En gros, qu'est-ce qu'on met en place et comment on peut le mesurer. Ensuite, un autre article que j'ai trouvé très très bien fait, donc celui qui est en bleu, justement, c'est un article dans lequel il y a énormément de témoignages de grands dirigeants concernant l'investissement qu'ils ont fait dans l'UX et donc leur retour sur investissement. C'est un document pour moi qui est une mine d'or et qui me sert énormément pour vendre à mes clients, enfin à mes prospects et après qui deviennent mes clients. Je vous ai fait un article sur LinkedIn justement sur pourquoi faire un audit UX de vos services digitaux. C'est le 1 sur 2. Je dois faire le deuxième depuis un petit moment. Je n'ai pas encore eu le temps. Et après, sont des lectures que je peux vous conseiller, donc des méthodes de design UX, tout designer le connaît. Et ensuite, dans lequel il y a des cas pratiques où on va parler aussi des biais et plus de... Donc n'hésitez pas à regarder, ces livres sont très très utiles pour travailler au quotidien. Et il me semble que c'est fini. Voilà. merci. Fanny, je peux répondre à tes questions. Super, bah merci en tout cas Mathilde, c'était super intéressant. Et alors peut-être que tu as répondu au fil de l'eau aux questions sans t'en rendre compte. Alors on avait une question de Mourad il y a quelques minutes qui nous demandait, selon toi, à quel moment il est conseillé de faire un audit justement? Alors, tu peux faire un audit, justement, comme on l'a vu justement, donc soit si ça dépend vraiment de l'objectif et de ce que tu veux faire, mais c'est vraiment indispensable, c'est si tu veux refondre tes outils, si tu veux changer ton site, si tu veux ajouter des nouveaux services, je te conseille vraiment de faire un audit. Si tu as des mauvaises statistiques aussi, la data est hyper importante. C'est une des parties dans l'UX où on a tendance à croire ou à mettre l'UX dans la partie design ou juste esthétique. C'est pas du tout le cas. On étudie vraiment la data. Et le but, c'est d'améliorer vraiment le business aussi de nos clients par l'amélioration du confort de leurs utilisateurs. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y a plusieurs opportunités de faire des audits. Ok. Ensuite, on a Philippe qui nous demande, est-ce que tu as des outils d'A/B test pour faire ces A/B tests? Alors, il y a des sites en ligne que tu peux utiliser ou alors d'autres choses que moi j'utilise, par exemple, sur des refontes de pages, de homepage, parce que ça arrive souvent qu'on change quasi que la homepage d'un site. Donc, ça peut être un audit justement d'un seul élément sur lequel, là, on fait deux homepages et les gens arrivent sur l'une ou l'autre en fonction de leur connexion. Et après, on leur demande de faire on leur fait faire des retours, des tests, des questionnaires pour savoir comment ça s'est passé. Après, on utilise vraiment, je sais qu'il y a des outils, mais à mon niveau, on est en mode à la mano. Je sais pas si ça t'aide peut-être pas trop, mais ou alors l'autre option, des fois, c'est tout simple. Quand on a besoin d'auditer, on le fait en mode en physique. Alors là, actuellement, c'est pas possible, mais par exemple, on va tout bêtement faire des démos sur oui, oui, ce que tu dis. Oui, Benoît, je réponds après. Donc, effectivement, j'ai perdu le fil parce que j'ai lu la question de Benoît. Mais désolée.
Alors, Benoît, tu parlais du questionnaire UX. Oui, c'est un questionnaire. Alors, je l'ai utilisé pour mon client, donc je l'ai rempli moi. Euh, et donc, ce n'est pas un critère heuristique. Je l'ai utilisé moi pour que le client puisse avoir en gros une connaissance de ce qu'il est possible de demander à ses utilisateurs et qui voient justement le côté, comment on appelle ça, qui va jouer sur, au-delà juste de l'outil, qui va jouer sur la psychologie de la personne. Donc voilà, mais oui, c'est pas un critère heuristique. Je pourrais le retirer de ça. on avait Marion également qui nous a posé une question. Est-ce que tu apportes un chiffrage correspondant au point d'amélioration en même temps? Alors, c'était il y a un petit moment, donc je ne sais plus si c'était... Si, je Ouais, peux lui répondre. d'accord. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, moi je leur avais proposé trois possibilités, trois leviers à actionner après mon intervention. Donc soit eux le font tout seuls, donc là je ne devise pas, c'est juste du temps de développement en interne. La deuxième partie, moi j'aurais proposé un atelier pour redéfinir le parcours utilisateur. Je leur ai dit, voilà, je propose sur 2 jours. Ça vous coûtera mon TJ x 2. Et après, l'autre option, je leur ai proposé donc effectivement d'intervenir sur ces parcours et sur des maquettes à redesigner. Et là, je leur ai devisé un design system pour qu'ils puissent implémenter tout seul derrière. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors, on avait également comment faire pour trouver un panel d'utilisateurs? Alors, il y a des sites en ligne qui te proposent de trouver pour toi tes panels d'utilisateurs. Ou alors, sinon, tu fais en fonction ça dépend vraiment à quel niveau tu veux être. Là, par exemple, pour mon client, j'ai eu besoin de faire, par rapport à l'app qui était en place, on a redéfini une maquette du nouveau système qu'on souhaitait remplacer. Et on a pris dans l'entreprise 2 personnes qui n'avaient pas utilisé l'appli. C'est con, hein, mais on a pris l'assistante et une autre personne qui n'est pas du tout dans le dev et on leur a fait tester parce qu'elles sont potentiellement utilisateurs, si vous voulez. Hein. Ce n'est pas des utilisateurs qu'on a pris au hasard. Elles peuvent être amenées à utiliser l'appli. Et c'est avec eux qu'on a pu faire le test. Donc ça, c'est justement, ça a conforté nos idées. Après, tu peux effectivement travailler avec des entreprises qui vont définir des panels d'utilisateurs. Merci. Alors, je crois qu'on en avait d'autres. Il y avait François qui nous demandait tout à l'heure, est-ce que l'audit peut être différent, critères ergonomiques, en fonction des tailles d'écran pour mobile? Je ne suis pas sûre de trop comprendre la question. Bon, Non, je suis désolée. Et si tu veux repréciser. ouais, donc c'était François. Si vous pouvez repréciser, ça serait top. Alors ensuite, je redescends le fil des questions. Je me note, j'ai vu Marion, tu me poses pour l'A/B testing. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans les slides avant de vous les donner. Antonin, ça va être bientôt fini. Je te propose de les rajouter dans les slides. Comme ça, tu pourras les retrouver après. Et je te mettrai ceux que je trouve le mieux. Il y avait Pierre qui nous demandait aussi combien ça coûte environ un audit et est-ce que le coût dépend du nombre de pages? Alors, l'audit, il va vraiment dépendre effectivement de ce que tu souhaites auditer. Donc là, par exemple, c'est l'audit que j'ai fait pour mon client, c'était toute l'appli. Donc, c'était très long et là, il y avait plusieurs possibilités de parcours. Après, oui, ça va effectivement dépendre de ce que tu souhaites, de ce que le parcours inclut comme nombre de pages ou comme différentes étapes, mais aussi le degré de profondeur de ton audit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs choses à auditer. Ça dépend à quel niveau tu t'arrêtes, justement. Très bien. Et combien ça prend de temps en moyenne? Donc là, c'était Pierre qui nous posait cette question, qui a priori une start-up avec Mhm. peu de moyens et qui voudrait savoir donc combien de temps à peu près ça prend. Alors, déjà, si tu veux pouvoir leur faire un devis au plus juste, sachant que c'est toujours un peu, tu peux découvrir des choses en fonction.
de ton évolution dans l'appli ou dans le site, je ne sais pas ce que tu dois auditer. C'est très important, comme je t'ai dit, de définir l'objectif de leur audit. En fonction de l'objectif, tu vas pouvoir savoir ce que tu vas auditer. Est-ce que c'est un parcours? Est-ce que c'est un tunnel de fonction? De fonction, j'ai autre chose. Un tunnel d'achat, de vente. Ça dépend vraiment de ce qu'ils souhaitent te faire auditer. Voilà. Très bien. Je pense que c'était à peu près tout, parce qu'on a des participants qui ont répondu aux questions des uns et des autres. La question de Marion, je ne sais pas, quel outil préconisez Voilà, pour on vient intervenir de sur le recevoir. design? Est-ce que tu veux savoir avec quoi je travaille, par exemple? Je ne sais pas si c'est ça. Moi, je travaille sur Adobe XD, mais il y a Sketch, il y a différents outils, il y a Figma sur lesquels tu peux travailler maintenant qui sont très très performants. Alors avant, il y a longtemps, c'était, enfin longtemps, pas si longtemps que ça, c'était Photoshop. Mais maintenant, je passe tout sur Adobe XD. L'avantage, c'est que tu peux exporter tes feuilles CSS pour ton développeur et il va se retrouver avec une sorte de design system. Et tu peux aussi partager en ligne tes maquettes et sur lesquelles tu peux avoir des retours de ton client. Donc, il peut te faire les retours. C'est comme un doc, un Google Drive, un Google Doc en ligne où tu as les commentaires qui s'affichent sur les côtés. C'est exactement pareil. Si tu mets à jour chez toi, ça met à jour chez le client. Moi, je trouve ça très, très efficace. Ça marche très bien. Tu peux faire du prototype. Le client teste le prototype. Ça s'affiche sur mobile, sur desktop. Voilà. Super. Alors, on avait des questions sur les replays. Donc, oui, en effet, les replays seront accessibles sur le site Malte Academy d'ici très peu de temps. Donc, on les publie au fur et à mesure. Alors, je vais juste reprendre le partage d'écran. C'est le nom du site. Donc, c'est maltacademy.com. Vous avez accès à tout le programme des Malte Academy des prochaines semaines. Et également, vous avez accès au replay qu'on publie donc au fur et à mesure. Si vous souhaitez également proposer un sujet et devenir speaker comme Mathilde, vous pouvez également nous écrire depuis le site Malte Academy. Et donc pour moi, c'était un petit peu toutes les informations que je devais vous partager. Alors j'ai vu qu'on avait reçu des questions. Alors je crois qu'il y avait Astrid et plusieurs personnes et Gabriel nous demandent quel est l'outil dont tu as parlé. Je l'ai noté en fait. D'accord. Ah d'accord, oui, c'est vrai. Super. Je ne sais Tu pas s'il le réponds. voit. Oui, oui, si. J'essaye de Ah, répondre si. à des questions. Non, en fait, là, Tu tu es vois en pas, train il de... voit pas. Non, tu es en train d'envoyer les réponses à moi. Donc, Non. peut-être que tu peux y répondre directement dans ce cas-là. Bon, attends. J'ai répondu à Léna, je crois aussi, qui m'a posé une question sur les utilisateurs en situation de handicap. Malheureusement, ce n'est Ouais. pas toujours pris en compte en fonction du client que j'ai. Peut-on. Les slides, de toute façon, je te les passe à toi, Fanny, hein, et après, Tout à on fait. les aura, hein, c'est ça. Donc, je vais, comme dit, moi, je vais rajouter, pour la question des panels et de l'A/B testing, je vais rajouter des choses. Dans les slides, vous inquiétez pas, je vais pas pouvoir vous laisser les parties qui concernent mon client. Voilà, je vais devoir les enlever, mais c'était pour que vous puissiez avoir une idée de comment je rends mes audits. Mais après, tout le reste, je vous le laisse. Voilà. À partir de quand le business model va être mis en cause à profit du design? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles design, parce que design, est-ce que c'est vraiment juste l'aspect visuel? Je pense que c'est par rapport à ce que je t'ai dit que mon client a remis en question son business model, effectivement, par rapport à l'audit que j'ai fait. C'est parce qu'en fait, ses fonctionnalités n'étaient pas claires. Il avait des features qui étaient vraiment pas compréhensibles. Et si tu veux, je pense que c'est plus comment on appelle ça, ma capacité à étudier aussi, à monter des projets, à cadrer des projets qui, en fonction du retour que j'ai pu lui faire, qui lui a semblé pertinent. Et là, il s'est dit, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, peut-être que le retour que moi, je lui ai fait déborde un peu de l'audit, on va dire. J'imagine que ça doit être comme ça.
parce que j'ai pas trop insisté sur cette partie-là. Justement, je lui ai dit, voilà, pour moi, il y a des points bloquants, ou dans le sens où je ne comprends même pas le business, mais ça, c'est mon retour. Et effectivement, j'ai pas trop épilogué là-dessus parce que j'étais pas payée pour lui dire que son business était pas, enfin, me semblait pas bon. Donc j'allais pas trop épiloguer là-dessus. Finalement, ça leur a semblé pertinent le peu que j'ai évoqué. Et c'est quelques jours après où moi j'ai appris qu'ils avaient changé des choses. Donc ils m'ont pas dit on va tout changer, c'est seulement en discutant après. Ils m'ont dit finalement, suite à ton audit, on s'est rendu compte que les quelques points que tu avais relevés quand on a fait la présentation sont clairement évidents. On a du mal à saisir notre business model, on va le revoir. Je ne sais pas si ça t'aide, mais je pense que c'est plus suite à ça. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup Mathilde. On va vous laisser. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous envoyer dans la journée la présentation que Mathilde va me transmettre. Est-ce que Mathilde, tu souhaites également que je transmette le lien de ton profil Malte si les participants souhaitent te contacter, par exemple? Oui, oui, s'ils veulent, franchement, je peux faire le SAV. S'il y a des Parfait. questions, non, s'il y a des questions un peu plus précises et justement, c'est vraiment important. Pardon, ce que je voulais vous dire, c'est que pour les personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de faire eux un audit, c'est de se dire voilà, on peut vérifier, regarder quel type de critères sont pris en compte pour un audit. On les connaît maintenant, Ouais. vous pouvez plus les ignorer. C'est-à-dire que si maintenant vous faites votre site, comme moi, voilà, je peux le faire avec mon agence de dev, il y a des choses que je ne peux plus ignorer ayant pris connaissance des critères d'évaluation heuristique ou alors de types de questionnaires qu'on peut transmettre pour évaluer l'UX. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous transmettre. Parce que je suis freelance et j'ai aussi débuté. Et quand on débute, on sait qu'on voilà, n'a pas forcément plein de moyens à investir dans ces outils. Donc justement, maintenant, vous savez qu'il y a des méthodes d'évaluation et vous savez que les gens réagissent de certaines manières. Vous pouvez optimiser ça et produire des services qui sont plus en adéquation avec le fonctionnement de vos utilisateurs. Voilà. Super. Eh bien, merci à tous, en tout cas, d'avoir été présents ce matin pour cette Malte Academy. Merci beaucoup, Mathilde, pour le partage d'expériences, de compétences. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle Malte Academy. Je vous envoie tout par mail. Et puis, bonne journée à tous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir, Mathilde. Salut. Au revoir.